Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire, ce premier webinaire ESS et ruralité sur l'alimentation durable, agir pour une alimentation durable. Pour commencer, je vais présenter rapidement l'AVIS, le RTES et le projet Tresson dans lequel s'inscrit ce webinaire. Donc, l'AVIS est d'une agence d'ingénierie pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation nationale, l'innovation sociale au niveau national. Donc, cette mission d'accompagner l'ESS se fait à travers 3 façons d'agir. D'une part, nous outillons les porteurs de projets sur notre portail avis.org avec la création de guides, de décryptage et d'autres outils utiles pour développer et consolider leurs projets. Nous animons des communautés d'acteurs de l'accompagnement qui sont présents sur les territoires, sur l'ensemble du territoire. Et puis, troisième façon, nous développons nous-mêmes des programmes d'accompagnement spécifiques. Peut-être pour définir également l'économie sociale et solidaire telle qu'on l'entend, c'est un mode d'entreprendre qui se retrouve dans tous les secteurs d'activité et qui se définit par 3 piliers. D'une part, la recherche de l'utilité sociale et ou environnementale, le fait d'avoir une lucrativité limitée, c'est-à-dire que ce n'est pas la raison d'être des projets, la recherche de la lucrativité. Et enfin, troisième pilier, celui d'avoir une gouvernance démocratique et partagée, donc de se partager les pouvoirs. Donc voilà, la présentation de l'AVIS. Notre partenaire qui est le RTES, avec lequel nous pilotons le projet Tresson. Donc, le RTE, c'est un réseau de collectivités territoriales pour une économie sociale et solidaire qui regroupe plus de 135 collectivités adhérentes, donc de tous échelons, régions, départements, intercommunalités, communes, partageant une conviction qui est que l'ESS est une économie en capacité d'apporter des réponses aux besoins économiques, sociaux et environnementaux des territoires. Donc, les objectifs de ce réseau sont à la fois d'accompagner ces collectivités adhérentes dans leur soutien à l'économie sociale et solidaire et également de renforcer la place de l'ESS, que ce soit au niveau local, national et européen. Et donc, l'AVIS et le RTES mènent le projet Tresson, qui est un projet soutenu par le Réseau rural national et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, dans le cadre d'un appel à projet. Excusez-moi, il y a encore un micro ouvert. Je vais juste fermer le micro. Merci. Donc, le projet Tresson est un projet sur 3 ans, mené de 2018 à 2021 par l'AVIS et le RTES pour développer et renforcer l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, à travers 4 stratégies d'action. D'une part, le fait d'analyser quelle est la place et les caractéristiques de cette économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Donc, nous avons mené un certain nombre d'études, que ce soit des études statistiques, que ce soit des études, plutôt des monographies de territoire, des fiches sur voilà, quelle est l'évolution de l'emploi dans l'ESS. Une deuxième un deuxième axe qui est celui de capitaliser donc l'ensemble de ces enseignements du projet, de les partager, de promouvoir donc les initiatives réussies et d'outiller des réseaux du développement rural et de l'économie sociale et solidaire, de valoriser ces enseignements et de partager aussi les informations à travers différents outils. Donc, nous avons une newsletter dont je vous parlerai peut-être plutôt à la fin, une newsletter dans laquelle nous partageons un certain nombre de ressources, de portraits de projets, d'actualités. Et puis également dans le cadre de séminaires que nous organisons ou de ce type de rencontres en ligne, donc ces webinaires. Et enfin, un dernier axe qui est celui d'accompagner donc ce renforcement de l'ESS en impulsant et en renforçant les coopérations entre acteurs ruraux, acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est celui de l'alimentation durable. Ah oui, et puis toutes les productions du programme sont bien entendu disponibles en ligne sur notre portail avis.org. Le thème de ce webinaire est celui de l'alimentation durable, des liens avec l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, pourquoi parle-t-on d'alimentation durable? Qu'est-ce que ça représente?
Donc, il y a l'Organisation nationale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a défini les régimes alimentaires durables ainsi. Ce sont ceux qui contribuent à protéger et respecter la biodiversité et les écosystèmes, qui sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains et qui permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc, l'alimentation durable, c'est un concept émergent qui répond à plusieurs critères, notamment donc le fait d'avoir une alimentation qui est accessible à tous, qui est saine, équilibrée et qui répond aux besoins nutritionnels humains, le fait d'avoir un système qui préserve l'environnement, donc qui préserve le climat, les sols, l'eau, la biodiversité. Et puis enfin, un autre critère qui est celui d'une alimentation qui s'appuie, que ce soit au niveau local, national, européen ou international, sur des modes de production agricole durables, le sujet de ce webinaire, et qui assure un revenu équitable à la fois pour les producteurs, mais tout en préservant le tissu rural et le développement local. Donc voilà, pourquoi développer l'alimentation et l'agriculture durable? Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent et même qui s'imposent à nous face à l'augmentation d'une part à l'augmentation constante de la population et aux enjeux aux défis de préservation de l'environnement, de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, pour concilier respect des écosystèmes naturels et accès à l'alimentation, il y a 4 grands enjeux qui se dégagent. Celui de pouvoir produire tout en respectant les écosystèmes naturels. Aujourd'hui, on sait que la culture et l'élevage ont un fort impact sur l'environnement, que ce soit en termes de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre, et qui ont un lien direct sur le réchauffement climatique. Il y a un certain nombre d'études, dont une étude qui a été menée par le Global Footprint Network en 2010, qui montre que l'alimentation est responsable de près de 40% de notre empreinte écologique. Donc c'est quand même un sujet majeur. Et on voit que face à cet enjeu-là, il y a des modèles qui émergent, notamment l'agriculture durable, qui rassemble des modèles agricoles qui proposent des alternatives au modèle d'agriculture intensive qui est celui actuel et dominant. Deuxième enjeu, qui est celui de produire une alimentation qui soit respectueuse de la santé des consommateurs, la santé humaine, en évitant et en prohibant l'utilisation et la consommation d'un certain nombre de produits qui sont néfastes pour la santé, et en promouvant notamment des modèles comme l'agriculture biologique qui interdisent les produits phytosanitaires et les pesticides qui sont dangereux, pesticides de synthèse dangereux. Troisième enjeu, c'est celui de réduire l'insécurité alimentaire. Donc, l'insécurité alimentaire, on l'a définie comme la situation dans laquelle des personnes n'ont pas accès à une alimentation saine, une alimentation sûre et nutritive en quantité suffisante, qui vis-à-vis des besoins nutritionnels pour avoir une vie active et saine. Et cela pose un certain nombre de problèmes d'inégalité. Donc, il y a beaucoup de projets ESS qu'on observe qui intègrent les questions à la fois de justice sociale et d'accès à l'alimentation et aux produits de qualité lorsque voilà, la pauvreté économique implique finalement une pauvreté alimentaire et des problèmes de santé. On voit aussi que vis-à-vis de cet enjeu-là, de réduire l'insécurité alimentaire, il y a un certain nombre de projets de l'économie sociale et solidaire qui mènent des actions de sensibilisation, des actions pédagogiques, des actions d'éducation à une alimentation saine, qui favorise également le lien social. Et puis, quatrième enjeu qu'on a identifié, c'est celui de créer des emplois de qualité et de développer les territoires. Donc, il s'agit notamment d'améliorer les conditions de travail dans les métiers agricoles et alimentaires et de proposer une juste rémunération des métiers agricoles. Donc, à ce titre, par exemple, il y a l'agriculture paysanne qui est une composante de l'agriculture durable et qui vise à permettre à un maximum de paysans de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine. Et l'ESS, l'économie sociale et solidaire, par nature, donc a un fort ancrage local et favorise le développement de ces modèles agricoles et de ces modèles coopératifs également. Et puis, dans cet enjeu de créer des emplois de qualité, de développer les territoires, de développer l'ancrage local de la production, il y a celui du développement des circuits courts et de proximité,
Donc, à ce titre, il y a plusieurs travaux qui montrent que, au-delà de proposer des modes de commercialisation des produits qui impliquent le moins d'intermédiaires possible, les circuits de proximité ont un certain nombre de plus-values en termes de création de liens sociaux, en termes de coopération. Voilà, on voit qu'en milieu rural, il y a énormément de projets qui se développent sur la distribution en circuit court, des projets de commerce ambulant, de jardins partagés. Mais au-delà de ça, les circuits de proximité, c'est aussi voilà, renforcer l'équité dans les échanges financiers et puis avoir une approche plus participative et une mobilisation locale plus importante. Il y a un certain nombre d'alternatives, qu'elles soient durables et de proximité, qui sont proposées par les projets de l'économie sociale et solidaire pour répondre à ces enjeux qui sont sociaux, économiques et environnementaux et liés à l'agriculture et l'alimentation. Donc, on voit que les acteurs de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle important pour faire évoluer à la fois les modes de production, les modes de transformation, les modes de distribution et de consommation sur les territoires. Et à ce titre, avec le projet Tresson, nous avons réalisé un panorama de projets de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux qui recense une centaine d'initiatives sur diverses thématiques et notamment sur l'alimentation durable et les circuits courts pour montrer en fait toutes les réponses innovantes et innovantes dans le sens des réponses qui répondent aux besoins des territoires ruraux et qui mettent vraiment au cœur de leur activité l'utilité sociale et environnementale. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aurons 3 témoignages de projets qui sont issus, qui sont recensés dans ce panorama. 3 projets d'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, qui vont témoigner sur pourquoi s'être engagé dans l'alimentation durable, pourquoi avoir entrepris dans l'économie sociale et solidaire. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Fabien Marzelière, donc brasseur et cofondateur de Tête Haute, pour qu'il puisse nous présenter son projet et ses motivations. Fabien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Fabien, je suis ravi d'être parmi vous pour apporter le témoignage de Tête Haute cet après-midi, qui est en plein dans le thème. Donc c'est super, on va pouvoir apporter quelques éclairages sur la raison d'être du projet, sa construction et puis les enjeux liés à la ruralité, etc. Donc, on peut mettre le petit diapo, si tu veux bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, Tête Haute, avec notre punchline qui est réinventer le brassage social. On aime bien commencer à présenter le projet par sa raison d'être. Comme souvent en économie sociale et solidaire, avant d'être sur la création et sur un modèle économique ou voilà, sur de l'opérationnel, il y a avant tout des valeurs qui font naître une idée et puis cette idée qui germe ensuite, qui devient un projet. Donc la raison d'être du projet Tête Haute, elle est évidemment centrée sur le produit qu'on fabrique ici et puis sa finalité. Donc la bière, en fait, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'elle accompagne l'homme dans ses moments de convivialité et de sociabilité depuis plus de 6000 ans. Et on est convaincu qu'en travaillant ce produit-là avec des valeurs environnementales, sociales, etc., on peut en faire un vecteur très pertinent et très efficace d'inclusion sociale et d'émancipation. Donc en diapo 2, je ne sais pas si j'ai pas la main sur les diapos, mais ouais. Floriane, je ne sais pas si tu m'entends, si tu peux passer les diapos en même temps. Oui, il y a un petit temps de latence, pardon. Ah ok, ça marche, pas de souci. Donc voilà, d'où le leitmotiv, réinventer le brassage social, puisqu'en fait, Tête Haute est à la fois une brasserie artisanale, mais aussi une houblonnière, et comme a pu le dire tout à l'heure Floriane, une entreprise d'insertion qui a vocation à accompagner ses salariés sur des parcours d'insertion pour un retour vers l'emploi durable par la suite. Hop.
Donc tête haute, ce triptyque, donc on a trois cœurs de métier, hein. Le brassage, donc ici on produit des bières artisanales uniquement biologiques. La brasserie est conventionnée 100% biologique. Euh, on cultive notre propre houblon, donc actuellement sur une surface d'1 hectare en agriculture biologique. C'est un hectare pilote qui nous permet en fait de réaliser un test et de participer avec un groupement d'intérêt économique avec 5 autres houblonniers du Grand Ouest à réimplanter cette filière-là en France. Pour la bonne et simple raison que le monde de la bière artisanale est en pleine émulation depuis plusieurs années et que les intrants deviennent de plus en plus importants. Le besoin en matières premières, notamment en houblon, se fait particulièrement ressentir et le houblon biologique est très peu disponible, très peu exploité actuellement encore, donc il y a des forts besoins. Donc on souhaite se situer en amont de la filière vraiment pour participer à la remise en place de cette culture en France avec les partenaires houblonniers. Donc actuellement, on teste ici 5 variétés, ce qui nous permet d'alimenter la brasserie pour partie et puis de travailler en commun avec les collègues. Troisième cœur de métier, l'accompagnement social et professionnel de nos salariés. Tête Haute étant conventionné entreprise d'insertion, c'est vraiment la finalité de l'entreprise de faire de l'accompagnement social, professionnel à travers trois fiches de poste différentes au sein de la brasserie. Donc, les salariés qui entrent en parcours au sein de Tête Haute vont être accompagnés à la fois sur des parcours qui peuvent être dans l'agroalimentaire, au niveau de la production ici, en aide auprès du brasseur, ou bien sur toutes les phases de conditionnement et de gestion du produit en fermentation. On va aussi avoir une fiche de poste sur l'agriculture au niveau de la houblonnière, donc avec conduite d'engins agricoles, apprentissage de tout ce qui va être pratique culturelle en bio, etc. Et puis logistique, qui est aussi un métier en tension, avec voilà, de la formation sur tout ce qui va être préparation de commandes, organisation d'une tournée de livraison, lien avec les clients, et puis logistique sur place en gestion du stock. Ces fiches de poste, elles ont été construites avec les partenaires basées sur le besoin de main-d'œuvre de notre territoire, hein, pour répondre à un enjeu simple, c'est qu'il y a des besoins, mais qui ne sont pas toujours pourvus parce qu'on n'a pas toujours les candidats qui rentrent en adéquation avec ce besoin. Donc, Tête Haute se situe en intermédiaire pour accompagner les personnes qui sont éloignées de l'emploi pour diverses raisons, pour lever les freins de ce retour vers l'emploi durable et les diriger vers des secteurs qui ont besoin de recrutement. Donc, au niveau du parcours de création, le projet, lui, date de 2016. Il est né autour d'un projet commun avec Samuel, hein, qui est mon frère et cofondateur de la brasserie. Donc Samuel et moi-même, on s'est mis autour de la table avec voilà, pour envie d'aller vers l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat social pour tous les deux des raisons personnelles de parcours professionnels qui nous ont amenés à nous questionner sur la valeur travail, qu'est-ce qu'on a envie d'y faire, comment on a envie de le faire, etc. On était tous les deux brasseurs amateurs depuis une bonne dizaine d'années et on s'est dit, ben voilà, ça pourrait être un formidable support d'accompagnement à vocation à la fois sociale et environnementale. Donc le projet a germé comme ça en 2016. On s'est rendu compte assez rapidement que ce projet-là, il allait nécessiter voilà, qu'il allait nécessiter des investissements, un réseau partenarial autour assez solide pour le crédibiliser, aller chercher un conventionnement entreprise d'insertion auprès de l'État. Donc, on a regardé un petit peu autour de nous le paysage institutionnel, associatif qui existait pour pouvoir être accompagné et aidé dans le parcours de création. Et rapidement, donc, on a pu intégrer les écosolides. Donc, les écosolides qui sont une structure incontournable de l'ESS dans la région nantaise, qui a un incubateur. Et donc, Tête Haute a bénéficié de cet accompagnement sur un parcours d'1 an et demi environ, avec une dizaine d'autres porteurs de projets. Donc, ça a été vraiment un moment de co-construction, de co-réflexion sur tous nos projets. Donc, évidemment, la proposition de valeur que chacun faisait, qui a pu être questionnée collectivement à travers d'ateliers, etc., mais aussi une phase test
et voilà, de comment est-ce qu'on construit le modèle économique, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est réalisable, etc. Donc, voilà, vraiment un travail de fond et partenarial qui a été vraiment très riche pour le projet TT Haute. En parallèle de cette incubation, Nantes Métropole et France Active ont cofinancé à tous les deux une étude de faisabilité afin de mettre en place un premier volet opérationnel sur le terrain, aller faire des tests chez d'autres collègues brasseurs, etc., pour vraiment préparer au mieux le terrain avant la mise en place de l'entreprise d'insertion. Le projet a aussi été en 2018 lauréat d'un appel à projet économie de proximité qui correspond vraiment au sujet d'aujourd'hui, qui a été porté par la CRES des Pays de la Loire. Et Tête Haute a été accompagné dans ce cadre-là par la CRES qui a piloté l'appel à projet et l'accompagnement du projet par les chambres consulaires. Donc ça a été vraiment un travail interinstitutionnel et partenarial avec la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers de l'artisanat, la CCI, la CRES, pour vraiment structurer au maximum le projet TT Haute et le faire monter en compétences, en sérieux, au vu d'obtenir son conventionnement et ses financements pour le lancement de l'activité. Ensuite, donc il y a une phase d'implantation agricole qui a été réalisée en 2018, donc comme je le disais tout à l'heure, avec cette houblonnière pilote, hein, pour l'instant limitée à une surface d'1 hectare, donc là l'impact pour l'instant est très raisonnable, mais avec pour objectif d'agrandir considérablement les surfaces d'exploitation avec au fur et à mesure que l'entreprise grandira. En juin 2018, donc la création de la structure, hein, de la SAS, puisqu'avant elle existait, le projet TT Haute existait sous format associatif via une association de préfiguration qui nous a permis de défendre le projet et d'avoir un premier niveau d'existence juridique. Donc juin 2018, création de la SAS avec un conventionnement dans la foulée pour accueillir immédiatement, c'était le projet hein, dès le début, donc la première salariée en l'occurrence en contrat d'insertion. Et puis depuis, voilà, il y a eu trois personnes qui sont rentrées en parcours, bientôt 4. Donc c'est une TPE, hein, on va être une dizaine bientôt dans la structure. C'est un petit peu comme la houblonnière, on considère cette brasserie comme un espace pilote pour vraiment mettre en place tous les parcours d'accompagnement, les débouchés aussi, le volet organisation, structuration de l'entreprise, avant d'aller petit à petit vers un changement d'échelle. En 2019, dernière chose sur un peu le tracé du parcours de création, on a eu la chance d'être lauréat au niveau national du prix Génie qui a été donc Génie qui était jeune entreprise d'insertion, porté par la Fédération des entreprises d'insertion et puis l'ESSEC à Paris. Donc ce prix nous a permis d'avoir un premier niveau de reconnaissance au niveau national sur l'aspect innovant de la réponse apportée, sachant que TT Haute voilà, n'est pas une innovation en termes de produits puisque la bière la brasserie est un savoir-faire traditionnel, mais bien une innovation en termes de support au regard de ce qui existe déjà au niveau de l'insertion par l'activité économique. C'est une première en France de faire de l'insertion via une brasserie artisanale. Si on avance un petit peu, moi je peux vous témoigner les enjeux liés à un parcours de création en économie sociale et solidaire, et notamment au milieu rural. Donc pour nous, les principaux enjeux, je les ai listés ici, ça a été évidemment de construire un capital crédibilité, puisque bien souvent en ESS, les porteurs de projets, ou souvent en tout cas, ne viennent pas forcément d'un gros groupe ou sont pas forcément appuyés par une structure déjà existante. Donc là, c'est une création pure, entre guillemets. Donc on part de rien et on doit vraiment aller chercher des partenaires, du réseau pour structurer le projet et pour le crédibiliser aux yeux à la fois des financeurs et puis aussi de l'État, parce que c'est pas rien d'aller chercher un conventionnement entreprise d'insertion, d'autant plus quand le support d'insertion est celui de brasser de la bière.
Donc un premier enjeu ici. Ensuite, obtenir des financements, voilà, ça ce sera dépendant de chaque porteur de projet. En l'occurrence, pour Tête Haute, il y avait un fort besoin de financement, puisque le montage d'une brasserie artisanale qui est susceptible d'être suffisamment qualitative pour accompagner ses salariés nécessite quand même un investissement assez élevé de départ pour fonctionner. Donc on a dû voilà, organiser un tour de table financier qui a été long, qui a été parfois complexe. Hein. C'est pas toujours facile d'embarquer des partenaires sur ces modèles-là qui sont un petit peu différents, qui visent pas la même rentabilité, etc. Donc on a eu la chance au niveau des financements de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'impact investing, alors à petite échelle, mais on a pu faire une première levée de fonds avec un crowdfunding et puis on a été accompagné et soutenu par 5 cigales, donc ça c'est vraiment une chance, hein, les cigales qui sont des groupements d'investisseurs privés qui épargnent collectivement et qui ensuite rentrent au capital d'une entreprise dans laquelle ils croient. Donc là, en l'occurrence, 5 cigales, ce qui représente entre 60 et 70 personnes qui sont regroupées et qui investissent dans Tête Haute, à la fois pour renforcer son capital de départ, mais aussi pour être des porte-étendards du projet. Ensuite, j'ai marqué défendre un modèle hybride. Ça, pour nous, ça a été un sujet complexe parce que Tête Haute, comme on le voyait tout à l'heure, c'est un triptyque et on voulait absolument que ça reste un triptyque. Donc, c'est un modèle entre l'artisanat, l'agricole, l'associatif ou le volet social. Donc, on ne rentre pas forcément dans les cases existantes ou préexistantes du milieu économique classique et des partenaires qui ont l'habitude d'avoir affaire à des projets un petit peu plus classiques. Donc, ça peut poser quelques difficultés et moi, je suis convaincu que dans l'ESS, l'hybridation est centrale et qu'il y aura de plus en plus de projets qui mélangent un peu les genres et les réponses pour être efficients sur le terrain. Et dernière chose très importante, comme pour tout projet, l'implantation. Donc là, qui rejoint un petit peu l'enjeu dont on parle aujourd'hui, le choix de l'implantation rurale. Donc, ce choix pour nous a été fait pour plusieurs raisons. Quand bien même le projet Tête Haute a été incubé dans une métropole importante, on trouvait intéressant d'apporter une réponse sur un territoire rural pour plusieurs raisons. Nous, on est issus de ce territoire-là et on avait envie d'apporter quelque chose de nouveau et un nouveau dynamisme sur le secteur où on est implanté. Nous, on est à l'est de Nantes, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Nantes. On voyait à travers l'incubation et le parcours de création qu'il y avait beaucoup de réponses et beaucoup d'émulation ESS dans les milieux urbains, mais que c'était pas toujours évident d'aller porter ces projets en milieu rural. Donc voilà, c'était un choix de départ. Maintenant, ce choix, il a aussi des impacts. Il faut anticiper évidemment le marché, qui est pas le même, qui s'organise pas de la même façon en milieu rural. Et puis aussi un impact qu'on n'avait pas forcément bien anticipé, qui est celui de l'implantation géographique pour les salariés en insertion, qui est un public qui a souvent des difficultés de mobilité. Donc voilà, à notre échelle, c'est pas encore problématique, mais en changeant d'échelle petit à petit, ça peut devenir problématique. Il faut bien regarder ça aussi. Donc c'est un enjeu important pour nous. Voilà, donc ce qui nous amène à la question de Tête Haute demain, comment on voit les choses pour l'entreprise à terme. Donc, comme je le disais, on voit cet espace, cette première version comme un espace de test, un petit peu pilote pour mettre en place les choses. Et l'objectif est vraiment d'être générateur d'un impact à la fois social et environnemental important. Donc, pour nous, ça passera par un changement d'échelle qui est en cours de montage avec différents partenaires afin voilà, à la fois travailler l'évolution de la brasserie in situ, mais aussi avec une politique d'essaimage sur différents territoires. Donc ça, c'est vraiment un projet à moyen terme, on va dire. Je reviens juste sur la notion d'impact environnemental. J'ai pas énormément détaillé cet aspect-là. La brasserie est un milieu agroalimentaire qui peut être générateur de déchets. Donc tout est
réfléchi à tête haute pour minimiser cet impact-là et pour défendre un modèle de production soutenable et durable. Donc, on travaille avec Bout à Bout, qui est une association avec laquelle on a été incubé dès le départ du projet, qui travaille sur la consigne des bouteilles. Donc, l'ensemble de la production part en bouteilles consignées, ce qui fait qu'on réduit considérablement l'achat de nouvelles bouteilles et la destruction de bouteilles en verre. Et puis, on travaille énormément sur la gestion de l'eau, qui est un intrant important pour la brasserie. Donc, c'est aussi une grosse question pour la V2, c'est comment minimiser la consommation d'eau en brasserie. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de Tête Haute, et ce sera un plaisir de répondre aux questions pour préciser certains éléments si besoin. Pour commencer, il y a des questions de Brice sur êtes-vous 100% autonome financièrement? Et une autre question aussi sur les investissements. Quel a été le montant de l'investissement nécessaire pour faire votre atelier de brassage? Alors, merci pour ces questions. Donc, au niveau de l'autonomie financière, une entreprise d'insertion, nous, le modèle nous convenait bien parce que c'est un modèle qui est bien équilibré entre justement son autonomie et sa finalité. C'est avant tout une entreprise, donc il faut que son modèle économique soit viable et pertinent, sinon elle se plante comme toutes les autres. Donc voilà, elle ne fonctionne pas via subvention, etc. Par contre, elle est dédommagée, enfin, on va dire, il y a une aide au poste qui est versée en contrepartie de l'accompagnement social et professionnel pour les salariés. Donc, cette aide au poste, elle vient compenser une perte de productivité, tout simplement en interne, parce que voilà, on passe plus de temps avec les salariés, à être sur de la formation, ils ne sont pas toujours présents, à être sur de l'accompagnement, des rendez-vous, etc. Donc, il n'y a pas la même productivité qu'une autre entreprise. Au niveau maintenant de l'enveloppe, ça va être donc là chez Tête Haute, ça représente un petit peu moins d'1 million d'euros sur le lancement du projet. Après, ça va être très dépendant du dimensionnement du projet et puis des investissements qui sont portés. Le choix a été fait d'avoir quand même des outils qualitatifs là pour démarrer, pour assurer un accompagnement sérieux des salariés. Okay. Une autre question sur comment faites-vous fonctionner la démocratie économique, la participation des salariés, etc. dans la structure SAS? Plutôt sur la gouvernance, donc. Ouais. Alors, sur les questions de gouvernance, donc Tête Haute étant entreprise d'insertion, on a dès le départ écrit la structuration juridique de l'entreprise et notamment ses statuts pour qu'ils soient en adéquation avec les valeurs de l'agrément ESUS. Donc, l'agrément ESUS, lui, il vient régir un petit peu le fonctionnement et donner un cadre de fonctionnement au niveau de la gouvernance. Donc, Tête Haute s'engage là-dedans et notamment à travers l'existence de deux comités. Donc, un comité opérationnel et un comité stratégique. Donc, le comité opérationnel, il a lieu à peu près 2 fois par an dans les statuts. Lui, il a vocation à intégrer l'ensemble des parties prenantes internes à l'entreprise, donc les salariés permanents, direction, les salariés en parcours d'insertion, et de les réunir autour de la table pour voilà, vraiment travailler collectivement les questions opérationnelles, les grandes, un petit peu les directions à prendre dans la brasserie, la réorganisation, le temps de travail, la participation de chacun. Et sur le principe de une personne égale une voix, voilà, avec une présidence tournante, ça peut être un salarié, ça peut être un membre de la direction, un permanent, etc. Et puis, deuxième comité stratégique, là, lui, il est plus sur le volet lié au capital et à la direction stratégique de l'entreprise. Donc, ce comité, il réunit les investisseurs qui sont au capital de l'entreprise, la direction, les salariés permanents aussi qui sont impliqués. Et il a vocation à vraiment déterminer ensemble quelle grande direction on prend et quelle grande stratégie on met en place pour le développement de Tête Haute. Voilà. Lauriane, je crois que votre micro est coupé là. Tout à fait. Encore quelques questions avant de passer au témoignage suivant. Il y a une question sur la motivation du changement d'échelle. C'est pour la maximisation de l'impact social ou est-ce que c'est pour impulser par la demande du produit lui-même?
la motivation a changé d'échelle. Ouais, c'est une question intéressante. Le marché est vraiment porteur en ce moment et justifierait à lui seul une volonté de grossir pour une brasserie classique. Pour le projet Tête Haute, c'est pas tellement ça qui nous intéresse, puisque comme on l'a dit au départ, souvent la finalité, c'est pas forcément le rendement économique ou voilà, le côté capitalistique de l'entreprise, mais le projet est né dans une volonté, par contre, d'apporter une réponse à impact sur le territoire. Et en fait, le changement d'échelle, il est motivé par le fait qu'aujourd'hui, on réalise qu'on a fait 90% du travail, c'est-à-dire que la création du modèle est faite, l'obtention du conventionnement, voilà, vraiment les gros travaux, les gros chantiers ont été réalisés. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on a, on a obtenu un conventionnement, mais qui est voilà, à petite échelle pour l'instant, et on peut accompagner 3 salariés à la fois sur les parcours d'insertion qui sont maximum de 24 mois. Donc ça limite énormément l'impact social du projet, alors que c'est sa raison d'être. Donc le changement d'échelle devra permettre de maximiser la création de postes au sein de l'entreprise pour vraiment être plus pertinent en termes de création d'emplois et de parcours d'insertion. Merci beaucoup, Floriane, pour cette introduction. Et puis, ravie de voir en effet les dynamiques et les potentialités qui se présentent sur cette thématique de la ruralité et de l'ESS. Alors, en fait, on est un atelier chantier d'insertion. On est créé depuis, on a fêté nos 6 ans maintenant, donc depuis mai 2014. On a 6 ans et 10 jours pour être précis. On a comme objectif de favoriser l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi en travaillant sur la capacité alimentaire des territoires. Alors, on peut se dire c'est un peu ambitieux, mais tout en étant raisonnable et raisonné. On a travaillé en fait en tout début d'activité sur l'activité qu'on appelle le glanage solidaire. Ça a été notre première entrée en la matière sur cette question d'alimentation et de faciliter l'accès du plus grand nombre à une alimentation saine et de qualité. Donc le glanage solidaire, c'est la récupération de surproduction d'invendus de fruits et légumes, aussi bien chez des professionnels que chez des particuliers. Donc là, on a un axe différenciant assez important parce que souvent, on entend parler des ramasses et autres qui ont lieu justement avec des professionnels. Et nous, on a décidé justement au milieu rural d'inclure également les particuliers dans cette réflexion et dans cette solidarité territoriale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met bout à bout les jardins individuels des habitants des territoires ruraux ou urbains, on se rend compte qu'il y a un nombre important de fruits et légumes qui souvent ne sont pas consommés. Alors pour X, Y, Z raisons, bien évidemment. Et donc, du coup, notre volonté, c'était vraiment de l'intégrer dans cette réflexion-là. Et cette première activité sur un an d'essai, pour vous donner un chiffre, parce que les chiffres, c'est vrai que ça aide à transposer, sur un an d'activité, on a récolté 10 tonnes. Et sur ces 10 tonnes, 20% venaient des particuliers. Alors, c'est une quantité négligeable comparée à ce qui est réellement perdu en termes de consommation de fruits et légumes sur notre territoire. Je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, mais plus précisément en Gironde. Et ces 20% de particuliers, donc ces 2 tonnes, c'est seulement sur 15 jardins. Donc, je vous laisse imaginer, si on met bout à bout les jardins de tout le monde, on peut arriver à des montants assez pharaoniques. Notre volonté, comme je vous le disais, c'était d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi, donc du coup aller vraiment dans cette logique d'insertion par l'activité économique. Et on avait l'intuition que cette activité autour de la question alimentaire, elle était particulièrement adaptée à la première en fait marche de l'insertion, qui est un atelier chantier d'insertion. Donc on est avec des personnes qui sont plus en précarité et qui ont besoin d'accompagnement social et professionnel beaucoup plus fort qu'une entreprise d'insertion, que Tête Haute, que vous avez pu découvrir tout à l'heure. Et néanmoins, donc, en tant que structure d'insertion par l'activité économique, nous avons l'obligation de générer une logique économique, et le glanage solidaire, étant une économie uniquement basée sur le don, ne répondait pas à cet objectif-là. Donc, nous avons développé ce qu'on appelle le potaginage. Alors, ne le jouez pas au Scrabble, il ne vous rapportera rien, il n'est pas encore rentré dans le Larousse.
mais c'était plutôt pour nous permettre, nous, d'avoir un élément distinctif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de jardinage, on n'est pas en concurrence avec les services d'aide à la personne, on ne fait pas de maraîchage non plus, on n'est pas là pour produire, on est plutôt dans une logique de conceptualisation d'espaces accessibles au plus grand nombre pour permettre aux habitants, aux citoyens, aux utilisateurs de ces espaces de potaginage de retrouver le plaisir de travailler la terre sur des principes d'agroécologie et de permaculture. C'est là où on rentre aussi dans la durabilité. Le développement durable, on le sait, c'est 3 piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Donc là, on est vraiment réellement sur ces 3 piliers-là, ce qui nous permet aussi de conforter notre action et nos développements d'activités, puisque le potaginage donc, nous permet de faire des contrats de prestation de services avec des collectivités, des bailleurs sociaux, des établissements privés, puisqu'on intervient du très jeune âge jusqu'à la toute fin de vie des EHPAD. Donc, on a un spectre d'intervention qui est plutôt large. Ce qui était intéressant également, c'est que cette question de l'alimentation, finalement, elle nous concerne absolument tous. Pour ceux qui ont de la chance, 3 fois par jour. Pour d'autres, peut-être une fois et peut-être même moins souvent par jour. Et donc, du coup, de permettre à des personnes en insertion d'accompagner d'autres publics également sur ces questions alimentaires qui sont quotidiennes et cruciales en termes de santé, nous paraissait extrêmement adapté. Nous avons eu la chance pour nous lancer de pouvoir compter en effet, comme Tête Haute a pu le faire, sur des institutionnels engagés, que ce soit la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a été lauréat par 2 fois de l'AMI Innovation Sociale en 2014 et en 2018 pour le projet que je vous présenterai après, qu'on a lancé récemment. Le département également, à travers l'insertion, mais également aussi à travers d'autres enveloppes sur l'activité de développement économique rural. L'ADEME aussi, puisqu'on a travaillé et on travaille encore sur la question de l'anti-gaspillage. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important d'avoir eu ces soutiens-là. Là, on a parlé de soutien public, mais on a aussi eu beaucoup de soutien privé, que ce soit des fondations, que ce soit des prix, que ce soit des soutiens en plus qui se renouvellent d'année en année, ce qui nous permet aussi de stabiliser un modèle économique. Alors, à contrario de Tête Haute, c'est vrai que nous, on est un peu plus dépendant quand même des subventions et des aides au poste. On est même grandement dépendant des aides au poste puisque nos salariés ont un pourcentage beaucoup plus important en termes d'aide au poste et d'accompagnement. Mais néanmoins, on crée un autofinancement qui nous permettra peut-être en effet à terme de passer sur une autre marche, mais tout en étant toujours sur de l'insertion. Donc je vous disais tout à l'heure, on a créé aussi un nouvel accompagnement qui lui est plutôt une mission d'ingénierie. Donc on reste dans de l'insertion et vous allez voir pourquoi et comment. Ça s'appelle Trace, c'est un dispositif spécifique à disposition des élus notamment pour leur permettre de questionner l'approvisionnement de leur restauration collective. On a été interpellés en fait par des élus de notre territoire qui nous disaient vos interventions à petite échelle, c'est très chouette, mais nous, on a des problématiques beaucoup plus importantes et on entend. Et donc, du coup, ils se posaient la question de l'approvisionnement de la restauration collective, surtout avec des contraintes étatiques qui arrivent incessamment sous peu, d'un approvisionnement en matière durable et de qualité et de produits bio, 50% de produits durables, 20%, dont 20% bio. Donc, sur ces enjeux-là, on a beau être sur un territoire agricole très fort au niveau de la France et au niveau de l'Europe également avec la Nouvelle-Aquitaine, on se rend compte quand même que l'approvisionnement reste une gageure pour bon nombre de collectivités qui se posent ces questions-là. Et donc, du coup, en interne, on a des compétences, on a les compétences qu'on a développées au fur et à mesure, parce que même si on accompagne nos salariés en insertion sur des dynamiques, on va dire, de professionnalisation, on n'en oublie pas moins non plus que nos permanents ont ces besoins-là. Et donc, du coup, à leur demande, on répond à leurs besoins de formation. Et donc, la majorité d'entre eux se sont tous formés au fur et à mesure de leur évolution dans le bocal local sur cette question de l'alimentation durable. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, on a lancé 2 accompagnements, avec une collectivité en Gironde et une autre collectivité qui, elle, est en Nouvelle-Aquitaine, aux alentours d'Angoulême. Pour justement leur permettre de réfléchir à cet approvisionnement de la restauration collective, notamment sur le modèle de la fameuse régie agricole communale dont on entend beaucoup parler.
Alors, en sachant que pour nous, on est en effet d'accord que c'est un beau modèle, ça n'est pas forcément le modèle adapté pour toutes les structures. Et donc là, pour nous, c'est important aussi à travers cette étude de confronter plusieurs types de modèles économiques pérennes et économiquement viables, et ça c'est important aussi, à leur présenter, à ces élus pour qu'ils fassent le choix le plus éclairé possible en fonction de leurs objectifs et des enjeux de leur territoire. Il y a aussi cette notion d'adaptabilité. Je vous disais tout à l'heure, l'insertion, elle est importante. Pourquoi aussi dans cette réflexion-là? Parce que à travers Trace, c'est également la possibilité de créer des chantiers d'insertion supplémentaires sur des territoires sur lesquels cette question de l'approvisionnement local et durable est posée. L'avantage de notre structure, donc on est une petite structure, on est 7 salariés, on passe à 9 là dans quelques jours puisqu'on augmente la capacité d'accueillir des salariés en insertion. Ça nous permet, cette petite taille, d'avoir une logique d'adaptabilité et de réactivité. Et du coup, on peut passer à la slide de Floriane, si vous voulez bien. Et donc de nous projeter dans de nouvelles dynamiques, toujours autour, je vous le disais tout à l'heure, de cette notion de capacité alimentaire des territoires qui nous est chère. Donc on a 3 projets en cours de développement, 2 qui sont bien avancés et qui devraient voir le jour d'ici la fin de l'année 2020. On n'aurait pas eu une crise sanitaire comme celle que nous venons d'avoir, sans doute que ça se serait lancé avant, mais voilà, on a aussi cette capacité-là à s'adapter et à réagir de façon très positive. Donc la première opportunité, elle concerne toujours cette notion d'anti-gaspi et cette notion de permettre à des publics en précarité d'accéder à une alimentation saine et de qualité. Et l'objectif de cette activité, c'est de mettre en place un frigo qu'on a appelé le frigo durable, mais durable aussi. Et il sera à disposition des restaurations d'entreprises, des restaurations également collectives pour permettre aux salariés utilisateurs de ces restaurations collectives de bénéficier des repas non consommés, non servis du jour en fin de journée pour les emmener chez eux. Donc là, on va travailler notamment avec la métropole bordelaise sur cette question-là, auprès de leurs salariés à eux directement. Le projet également de nurserie de plants maraîchers bio, toujours de la même façon. Nos activités ont toujours répondu finalement à des besoins, mais de la même façon que Tête Haute l'a décrite pour son activité. La nurserie de plants maraîchers bio, elle vient d'un constat qu'à l'heure actuelle, quand on est un maraîcher bio en Gironde, l'approvisionnement se fait dans le meilleur des cas vers la Bretagne, et dans le pire des cas, on est obligé de sortir des frontières nationales. Donc oui, c'est bien en effet pour l'économie internationale et autres. En revanche, on se dit quand même que sur notre territoire très agricole, même si le vitivini est très très prononcé sur notre territoire, il y a quand même cette opportunité-là. Il y a aussi surtout ce manque-là à destination de ces professionnels. Donc pour nous, c'est un outil supplémentaire d'insertion, puisqu'on a d'ores et déjà validé avec la directe de notre département l'opportunité de maintenir un atelier chantier d'insertion sur cette activité-là, puisque nous ne serons pas sur le champ concurrentiel habituel, on ne sera à destination que des professionnels et pas des particuliers, donc ce qui nous permet quand même d'avoir un positionnement assez clair. Et notre autre projet, alors qui lui mettra un petit peu plus de temps, et qui pourtant est dans les tuyaux depuis beaucoup plus longtemps, depuis 2015, on va dire, on travaille sur ce projet de conserverie anti-gaspi, mais c'est un projet de très longue haleine. C'est un outil territorial, mais comme tout ce qu'on fait en fait jusqu'à présent, on est vraiment sur une question de volonté de travailler sur les territoires et leurs particularités. Cette conserverie aura pour vocation de transformer les surproductions et invendus que nous ne routons pas à l'heure actuelle vers des associations solidaires pour les valoriser, mais également pour proposer aux petits producteurs locaux d'avoir un outil à taille humaine pour répondre à ce qu'on appelle le travail à façon. Donc, c'est leur permettre de valoriser leur production pour fidéliser leur clientèle d'une autre façon, parce que c'est vrai qu'on voit quand même que les niveaux d'investissement et d'engagement au niveau des AMAP peuvent par moments s'étouffer, s'essouffler, parce que c'est contraignant. Et donc, du coup, en leur permettant de valoriser par exemple, production estivale très prolixe, ça leur permet de mettre des bocaux dans leur panier tout au long de l'année, et donc du coup de permettre aussi aux consommateurs d'avoir une autre opportunité de consommation.
Donc, c'est des projets de longue haleine. On met toujours un petit peu plus de temps, en effet, qu'une structure privée qui a l'opportunité de mobiliser, on va dire, de l'argent très, très rapidement. Mais c'est aussi ça qui est important, puisque derrière, quand on lance quelque chose, c'est que tout le travail de réflexion, d'analyse a été plus que largement mûri. Il est porté et par les salariés et par notre gouvernance et par nos partenaires. Donc, on est vraiment dans une logique de comité de pilotage fort, avec une volonté à moyen terme, en effet, de passer aussi sur un autre modèle économique, toujours avec cette logique d'atelier chantier d'insertion, mais aussi en étant plutôt dans une logique de société coopérative d'intérêt collectif, puisque ça répondrait en effet à une partie de nos logiques et de nos développements. Si on repart sur, si on passe sur la slide 3, Floriane, s'il vous plaît, pour parler des freins qu'on peut voir dans le cadre de portage de ce type de projet. Moi, je pense que le premier frein qu'on a pu rencontrer, c'est un frein financier, alors qui a été assez vite levé parce qu'on a gagné la confiance et que les financeurs et les institutionnels ont décidé de parier sur nous. C'est un frein non négligeable parce que qui dit pas de trésorerie dit pas d'emploi. La volonté était vraiment d'être une association au départ, mais une association employeuse, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas sur du bénévolat. Les seuls bénévoles sont les membres de notre gouvernance. C'est vraiment important pour nous parce qu'on estime que si on a une activité sur laquelle des personnes interviennent en tant que bénévoles, c'est que potentiellement cette action, elle peut représenter un travail, un emploi, et on a vraiment à cœur de le valoriser ainsi. L'autre frein, c'est en effet le manque de poids qu'on peut avoir face à des investisseurs privés. Alors, j'ai noté ça parce que c'est particulièrement probant et prégnant dans le cadre d'un projet où l'investissement financier est fort, comme la conserverie Antigaspi, par exemple, puisque c'est un projet, comme je vous le disais, qu'on travaille depuis 4-5 ans maintenant. On a eu plusieurs opportunités, des opportunités sur lesquelles on était allé même très, très loin en termes de financement, puisqu'on avait toutes les validations des cofinancements, des prêts bancaires, etc. Sauf que par moment, des personnes parlent avec les meilleurs offrants. Et quand on n'est pas forcément le meilleur offrant, eh bien, du coup, on voit des opportunités partir. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que c'est également un frein qui pousse à développer certaines qualités, notamment la pugnacité. Là-dessus, il faut être clair, quand on se lance dans un projet de l'économie sociale et solidaire, il faut s'attendre à la petite image que je vous montre. Je pense qu'elle résume bien la sensation et les sensations qu'on a en permanence. Par moments, on a très peur, par moments, on est au top de la vague, mais d'autres moments, ça redescend et on ne sait pas pourquoi et on ne comprend pas pourquoi. Donc, du coup, voilà, c'est important aussi de prendre ça en considération. Les lenteurs administratives aussi. Notre réalité temporelle, par moment, peut dissuader certains partenaires privés qui ne comprennent pas qu'il nous faille du temps pour mobiliser certaines choses, pour valider certaines autres, etc. etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Après, la chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on a eu, au-delà de la bienveillance financière des investisseurs, on a eu quand même aussi une bienveillance totale de ces personnes-là, une capacité à mettre en réseau aussi, puis une capacité aussi à fédérer, c'est-à-dire qu'on nous a identifiés, on est identifiés maintenant de façon très forte sur nos activités, sur la pertinence de nos actions et leur qualité aussi, parce qu'on a une équipe qui est vraiment très, très mobilisée pour ça. Et à l'heure actuelle, cette visibilité nous facilite grandement les choses, mais ça a été aussi facilité par un accompagnement qu'on a eu avec notamment Eticop, qui est une école territoriale, on va dire, d'accompagnement en mode pas coup de poing, mais pas loin. C'est rapide, c'est intense, c'est pendant 4 mois avec des personnes extrêmement pointues qui nous permettent d'appréhender beaucoup de choses, souvent en tant que porteur de projet ou entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. On a la tête dans le guidon et par moments, on a des éclairs de lucidité et de génie, mais d'autres moments, on a besoin d'être éclairé et inspiré par d'autres acteurs. Donc, du coup, je pense que c'est également un élément très important et qu'on a
qu'on a beaucoup apprécié en tous les cas et qu'on continue d'apprécier en termes de soutien sur notre activité et sur ses développements surtout aussi, ce qui nous permet encore d'imaginer beaucoup de choses. Floriane, est-ce que vous voulez que je réponde aux questions que je vois sur le côté? Oui, tout à fait, merci. Bah, il y a un certain nombre de questions effectivement qui font le lien avec ce que vous dites sur l'identification et la visibilité. À la fois, voilà, est-ce que vous avez des partenariats et des liens étroits avec des structures d'insertion de maraîchage biologique sur le territoire? Et puis peut-être une autre question aussi sur vos activités de glanage solidaire. Donc, comment ça se passe auprès des particuliers? Comment est-ce que vous êtes allé les démarcher et comment se passe la récolte chez eux? Voilà. Alors, je vais fonctionner à l'envers. Je vais prendre la dernière interpellation, donc sur le glanage solidaire. En fait, on y va, on va dire au culot, mais avec un grand sourire. On se sert des temps d'intervention qu'on a et des temps de route qu'on a pour identifier d'éventuels fruitiers qui commenceraient à ploire sous le poids des fruits qu'ils portent. Et donc, du coup, on s'arrête généralement, on explique, on présente, et dans 95% des cas, on va dire que le portail reste grand ouvert et que les personnes souvent nous rappellent. Donc voilà, on est plutôt dans une logique, au tout début, en tous les cas, c'était comme ça. On a développé une capacité d'œil de lynx assez incroyable. Maintenant, on est aussi contacté parce que les personnes ont l'habitude parce qu'elles ont entendu parler parce que le bouche à oreille entre les voisins ont fonctionné. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique-là et nous, derrière, tout ce qu'on nous confie, on le route vers des associations locales de solidarité avec une logique de traçabilité forte. C'est vraiment aussi très important pour nous. Après, sur la légitimité et sur le développement de nos activités, c'est vrai que ça nous a permis aussi de lancer très récemment, là, il y a quelques jours de cela, on a lancé un collectif. On a lancé un collectif dans une logique d'acteurs autour de l'alimentation durable en Gironde. Et donc, on a interpellé tous nos élus. Vous pouvez trouver ce plaidoyer sur notre site internet, un plaidoyer à destination de tous les élus pour qu'ils prennent conscience que sur leur territoire, des initiatives existent, qu'elles sont capables de se mettre en ordre de marche et de répondre à tous les besoins. Ça va de la production, donc on en parlait tout à l'heure, hein, le lien, c'était une des questions, le lien vers des producteurs, des maraîchers, bio ou pas bio, d'ailleurs aussi, parce qu'on n'est pas dans une logique de stigmatisation, on est plutôt dans une volonté de sensibilisation, d'éducation et d'intégration, d'inclusion. Et donc, du coup, ce plaidoyer a pour objectif d'avoir des acteurs qui vont de la production jusqu'à la commercialisation et jusqu'à la consommation d'une alimentation durable, saine et de qualité sur le territoire. Je vois qu'il y a des questions sur la question de pourquoi un modèle d'ACI plutôt qu'un modèle d'EI. Alors, pourquoi? Parce qu'on avait la sensation que notre mission, à travers cette logique de capacité alimentaire des territoires, elle permettait à des personnes de retrouver un lien social extrêmement fort. On n'est pas dans une recherche de productivité, on n'a pas d'objectif de résultat, on a plutôt des objectifs de moyens. Et c'est là-dessus qu'on a notre atout différenciant, on va dire, pour être légitime dans une logique d'atelier chantier d'insertion. On travaille plus, nous, sur des savoir-être que sur un savoir-faire. L'idée étant de permettre à nos salariés en insertion d'être en contact avec le plus de monde possible et une variété de personnes la plus différente possible pour justement pouvoir se projeter potentiellement dans n'importe quel travail. L'idée, quand on a quelqu'un qui intègre le bocal local, ça n'est pas forcément d'être un ouvrier maraîcher à moyen terme. L'idée, c'est plutôt de l'accompagner vers son projet professionnel. On a accompagné un jeune migrant soudanais pour retourner vers une dynamique de postes sur de l'électricité. Donc, vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a pu faire à l'heure actuelle avec lui. Mais en tous les cas, c'était vraiment sa volonté. Donc, on a cette capacité-là, du coup, à être plutôt dans le savoir-être qui leur permet de se développer, de se projeter dans n'importe quelle structure derrière et n'importe quel métier.
Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore un certain nombre de questions, et notamment sur la conserverie. Donc, peut-être pour terminer là-dessus, il y a des questions sur comment vous allez faire fonctionner cette conserverie. Est-ce que ce sera de la mise à disposition du matériel pour les producteurs ou un apport de matières premières pour des producteurs et une transformation réalisée par les salariés? Voilà, peut-être juste préciser un petit peu ce que vous allez faire avec cela pour Oui, terminer. complètement. Alors, il y a ça, et puis je vois aussi, il y a les canaux de commercialisation liés à la conserverie. Alors, sur la mise à disposition du matériel, on n'a pas souhaité partir pour l'instant dans cette logique-là. Pourquoi? Parce qu'on va être sur du matériel qui a une certaine technicité et qui demande du coup une formation et une personne formée pour l'utilisation de ce matériel, notamment sur les stérilisateurs autoclaves. On ne fera pas que des conserves stérilisées, bien évidemment, mais néanmoins, ça fait partie des conserves souvent les plus plébiscitées. Donc, du coup, on aura une personne formée, et il sera compliqué du coup derrière d'avoir X producteurs qui viennent, qui eux n'ont pas forcément la formation nécessaire pour utiliser le matériel. Donc, du coup, on sera plutôt sur du travail à façon, c'est-à-dire que les producteurs vont nous confier la production qu'ils souhaitent transformer, que nous allons transformer selon une recette que nous aurons validée ensemble, et qui ensuite on leur donnera donc les bocaux réalisés que eux vendront sur le réseau de vente. Ensuite, sur nos réseaux de vente actuels, en tous les cas projetés, notre volonté est vraiment d'aller sur une logique d'accessibilité, une fois de plus, du plus grand nombre à une alimentation saine et de qualité. Donc, on va vraiment travailler plutôt, nous, sur une commercialisation via les structures locales de solidarité, via les épiceries sociales et solidaires, via les tiers-lieux également, etc., etc. On est vraiment plutôt dans cette logique-là. Après, on ne s'empêchera pas pour autant d'avoir une partie, on va dire, plus commerciale sur cette branche-là, mais en tous les cas, notre priorité est vraiment de garantir au plus grand nombre possible l'accès à une alimentation saine et de qualité. Bonjour à tout le monde. Bon, je profite, je me régale à écouter tout le monde là. Nous, notre histoire, pour faire un peu vite, on est sur un premier slide, si tu l'as. Voilà, on est sur un tout petit territoire qui fait 20 km de rayon, qui est sur le nord-est du Lot. C'est 4 cantons. Je vais vite. C'est 45 000 habitants et l'agriculture était en perte de vitesse dans les années 85. Et on a repris avec des collègues une petite coopérative qui était basée à La Capelle-Marival avec 8 salariés. Alors, dans tout ce que je parle, j'insiste sur coopération et territoire. Toujours sur ces deux mots-là. C'est un territoire en zone de montagne, c'est un territoire qui est herbagé. Et je dirais d'ailleurs, quand j'entendais des trucs tout à l'heure, dans une agriculture qui est positive par rapport aux gaz à effet de serre, puisqu'on a 35 000 hectares de prairies, 35 000 hectares de forêt et que 10 000 hectares de culture. Coopérative classique qui au départ faisait de l'aliment du bétail, des semences, etc., pour nos agriculteurs. Et on avait dans chaque canton un magasin sous la marque que vous connaissez tous, qui est une marque coopérative qui s'appelle Gamber. Très vite, on s'est dit, dans ces magasins-là, on se trouve avec des produits de boutiques déco qui viennent d'Asie du Sud-Est, avec des végétaux qui viennent de Hollande ou de je sais pas où. Et on s'est dit, ça n'a pas de sens. Donc, on est coopérative. On est, nous, des enfants de l'ESS, parce que c'est vraiment le modèle coopératif qui nous inspire. Je dis tout de suite, on n'est plus coopérative. Et je pourrais expliquer pourquoi. Et en 95, on s'est dit, on a des magasins en ville et nos électeurs ont du mal à vendre leurs produits. Et donc, on a monté une petite boutique. Tu peux peut-être passer à la slide suivante. On a monté un espace qui permettait à certains producteurs de vendre leurs produits. Saucisses, etc. Yaourts et tout. Et puis, ça nous a intéressé parce que ça donnait du sens à ce qu'on voulait faire en termes coopératifs. Je vais assez vite, si vous voyez, on l'a développé contre la volonté d'ailleurs de notre centrale nationale qui s'appelle Gamber. 2000, il y a eu un gros problème sur notre territoire, c'est la crise de la vache folle. On s'est aperçu qu'il n'y avait plus 1 kilo de viande dans les boucheries du territoire, alors qu'on est producteur de viande qui venait du territoire. Et l'électeur a dit, ben, c'est pas grave, on va monter une boucherie. Donc, on a monté une première boucherie. On a les seuls Gamber de France sur des boucheries. On en a 3 aujourd'hui. On devait faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 1,2 million. Rien que sur cette première boucherie.
Et de fil en aiguille, on a développé, petit à petit, on a essayé de comprendre les tenants et les aboutissants de cette réflexion que j'appelle circuit de proximité, hein, pas circuit court, je veux pas, parce que la définition ministérielle du circuit court ne me convient pas, avec nos producteurs. C'est-à-dire dans nos magasins, aujourd'hui, c'est 150 producteurs qui amènent leurs produits. Le premier problème qu'on a eu, c'est pas un défaut de demande de consommateurs, c'était un défaut d'offre de produits. C'est long et tous les phénomènes, il faut du temps. Mais aujourd'hui, du fait qu'on a une offre importante, on s'aperçoit qu'on installe ou permet de diversifier 3-4 agriculteurs tous les ans en fromage, en charcuterie, etc., etc. Et petit à petit, on a tissé plein de cohérences, plein de liens. Donc là, et à un moment donné, en 2010, vous voyez, il y a plan d'alimentation avant, plan d'alimentation territoriale. Le Pays de Figeac et les élus nous ont dit, mais c'est vachement intéressant ce qu'on fait, mais vous êtes les agriculteurs. Et on a travaillé avec le Pays de Figeac à l'époque sur un concept qui s'appelle Terre de Figeac, mais les gourmandes. Donc, avec des consommateurs, avec un certain nombre de personnes, avec des distributeurs, avec des restaurateurs, on a essayé d'avoir un plan d'alimentation territoriale. À partir des années 2010, on s'est interrogé quand même parce que ça se développait très vite, je vais voir le chiffre tout à l'heure, et on s'est presque un peu inquiété en se disant mais ça marche, un jour ça peut s'écrouler, pourquoi ça marche? Et puis on a croisé la recherche. Donc en particulier un chercheur qui est à Grenoble, Becker, et surtout l'université de Montpellier avec Yona Schifolo. Et depuis 10 ans, on travaille avec la recherche pour essayer de problématiser ce qu'on fait, quel sens ça a. Il y en a même pris une jeune étudiante qui a fait sa thèse chez nous sur gouvernance alimentaire territoriale. On va peut-être passer au slide suivant. Tu peux passer, Floriane, sur le slide suivant. Voilà. Aujourd'hui, notre fierté, c'est un peu ça. C'est de dire, en 2000, on voulait faire 150 000 € de chiffre d'affaires dans nos magasins. Cette année, on va faire plus de 6 millions. Et on a créé 30 emplois de distribution de produits de nos agriculteurs. Des bouchers, des vendeuses, etc., etc. On a créé 30 emplois et on est toujours sur ce petit territoire de 20 km qu'on disait foutu. La coopérative qui avait 8 salariés, aujourd'hui, on en a 200 sur le même territoire. Mais on a décliné ce qu'on a entendu sur la gouvernance, j'en reparlerai pas, sur l'alimentaire. On l'a décliné. Alors, dans les freins, je dirais, au départ, c'était surtout l'offre de produits. Et ça met du temps pour installer un producteur, pour aider un producteur à s'installer. On a essayé de réfléchir avec nos agriculteurs comment et pourquoi. Puis après, on s'est aperçu, le circuit de proximité, mais c'est vrai pour l'énergie aussi. Donc, il y a 10 ans, il y a un de mes collègues qui voulait monter des toits solaires sous forme coopérative. Aujourd'hui, c'est assez incroyable. On a 500 toits solaires qu'on gère ici dans les bureaux qui sont derrière. Et dans ce service, il y a 15 salariés, des électriciens, des chercheurs, etc. On a une ferme d'éoliennes, on a 4 projets de méthanisation qui vont sortir cette année. C'est du circuit court, c'est du circuit de proximité. Et puis on s'est posé la question, mais attendez, il y a 35 000 hectares de bois, on ne s'en occupe pas. On a repris une des dernières scieries, et aujourd'hui, on a monté toute une filière bois local dans lequel ils sont 12 à la scierie, on transforme du bois. C'est plus un concept global d'économie territoriale, c'est pour ça que je parle de territorial, que de circuit de proximité alimentaire. Voilà, tu peux peut-être passer. Floriane, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, après, tu nous avais posé la question des difficultés ou des épreuves. À un moment donné, vraiment, mais ça a été dit tout à l'heure, le temps est important. Le temps est important parce que quand on dit quelque chose, c'est ce que j'appelle le temps d'appropriation, le temps que on se comprenne avec les gens, qu'on puisse monter des projets. Quand on a une idée de projet, allez, globalement, c'est 5 ans. Mais on est dans un cercle un peu vertueux aujourd'hui, c'est les premiers projets qui financent ceux qui sont en émergence. Et ainsi de suite. Donc, on a un écosystème qui fait que. Et après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a voyagé. Alors, on s'est inscrit petit à petit. Nous sommes un peu partis du raisonnement coopératif agricole où on n'était pas très bien. On s'est beaucoup rapproché de l'économie sociale. Je suis moi-même administrateur du MOVE.
Je travaille beaucoup avec le labo de l'ESS. On a monté quelques collègues un réseau qui s'appelle Startup de territoire. Et dans ces réseaux, on a trouvé des super initiatives. Une légumerie à Lons-le-Saunier chez des collègues qui ont fait un PTCE avec nous. On a trouvé. Et puis on a eu un voyage qui nous a beaucoup marqué en 2010. On a vu l'émergence des AMAP. On s'est dit, c'est bien les AMAP, pourquoi? Quelle pérennité, quel modèle économique? Et puis on nous a expliqué que ça venait du Japon. Donc on est parti au Japon, une quinzaine, pour aller voir ce qui se passe. On a été voir les TKI japonais. Les Japonais nous ont appris 3 choses. Eux, dans leur TKI, parce qu'ils ont eu peur, eux, ils ont eu peur parce qu'il y a des enfants qui étaient morts, Minnesota, avec du poisson empoisonné, du lait empoisonné. Ils nous ont appris surtout 3 choses. Je veux savoir qui produit. Je veux pouvoir le voir si je veux. 2, je veux savoir comment il produit. Eux, le bio, ils n'en parlent plus. Je veux savoir, ils ont monté leur propre référencement. Je veux savoir comment il produit, je vais être sûr de ne pas m'empoisonner. Et 3, je veux le payer assez cher pour que ce producteur soit durable, avec un prix juste. Et depuis, on travaille vraiment sur ces 3 choses-là. Aujourd'hui, on a une charte fruits et légumes. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est que dans l'entreprise, on est certifié RSE, c'est-à-dire ISO 26000, et on a bordé avec un certain nombre d'indicateurs tout ça. Et entre autres, on a une charte d'achat responsable. Et là, je fais gaffe au poncif. Quand j'entends les gens parler de circuit court, ils disent fais le moins possible d'intermédiaires. Prudence. On a fait une étude, un CASDAR avec l'INRA. Des fois, les intermédiaires sont vertueux. Si on a des boucheries, par exemple, qui ne représentent que 35% du chiffre d'affaires alimentaire, eh bien, il faut un abattoir, il faut un camion qui ramasse les vaches, il faut des gens à l'abattoir. C'est comment j'entraîne tout ça dans une chaîne de gouvernance alimentaire. Si je veux, dans les magasins maintenant, on va passer à 1,5 million de fruits et légumes, il faut qu'on organise la collecte et la logistique. Un grossiste avec qui on se met d'accord, vous avez un truc sur la droite, peut avoir un intérêt. Attention de ne pas stigmatiser forcément les intermédiaires. Il faut faire attention. Et plus ça va, plus je ne stigmatise pas tout. Les circuits courts, c'est super pour l'écologie. Ah oui, et les études de l'INRA qui expliquent aujourd'hui un peu l'inverse. Attention, toutes ces petites voitures qui livrent, en termes de carburant et de consommation énergétique et de gaz à effet de serre, c'est pas terrible. On ne peut pas se grouper, on ne peut pas faire quelque chose. Le bio, ok, mais le bio cohérent. Quand je vois les magasins autour de chez nous du bio, je ne citerai pas le nom de grossiste, mais qui vient du Maroc et tout, où c'est des gros intermédiaires en France qui ont acheté des centaines ou des milliers d'hectares au Maroc qui livrent le bio qu'on a dans nos magasins. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce bio-là. Ce qui m'intéresse, nous d'abord, c'est les produits de nos producteurs, parce qu'on est une coopérative agricole. Après, ce que je dirais, je passe un petit peu à la deuxième chose. À force de travailler dans le milieu de l'ESS, on se cherchait. Avec la loi NOTRe, les pays ont disparu. Et on s'est dit, ce qui avait été démarré avec Terre de Figeac, mais les gourmandes, c'est intéressant, tout tombait à l'eau. Et à ce moment-là, la loi Hamon de 2014 a mis en place les PTCE. Et donc, avec des collègues, on a créé un PTCE, pôle territorial de coopération par l'économie sociale et solidaire, qui est basé à Figeac, pour mettre autour de la table les entreprises, la société civile, les associations, etc., autour d'une démarche de transversalité et d'économie sociale et solidaire. On a démarré en 2015 avec un salarié, aujourd'hui il y en a 5. Ce qui permet et nous, en tant que coopérative agricole, on est un au milieu de tout ça, et on a essayé de créer un collectif autour du PTCE. Et PTCE, c'est un super projet, les PTCE en général. Et ce qui nous a permis aussi de créer de la coopération interréseau nationale. Si je prends l'énergie, on fait partie du réseau TEPOS. On fait partie d'un certain nombre de réseaux qui nous alimentent et qu'on alimente. Et c'est de la coopération. Et puis dans le PTCE, les 3 fondateurs, que je ne connaissais pas il y a 10 ans, parce qu'on est chacun dans sa verticalité, c'est une entreprise d'insertion qui est sur Figeac qui s'appelle Regain, qui faisait surtout des berges de l'environnement, des berges, etc. Il y avait la PEI qui est une entreprise du handicap, qui avait la restauration scolaire avec une centaine de personnes en situation de handicap. Et on s'est dit, mais comment on peut intégrer dans notre territoire une force de l'économie sociale et solidaire? Et les projets, ils naissent les uns derrière les autres. Aujourd'hui, par exemple, on est en train, ça fait 4 ans qu'on a démarré, 5 ans,
on a dit, mais sur Figeac, 6 000 tonnes de fruits et légumes consommés par an, 400 tonnes de produits. Parce qu'on a un territoire surtout d'herbage et de viande, c'est pas possible, comment on peut faire? On s'est aperçu que si on voulait consommer des produits locaux, eh ben, installer un maraîcher qui s'installe tout seul, qui va avec sa petite table sur le marché de Figeac le samedi, on en a 80% qu'on a retrouvé à ça 5 ans après. Donc aujourd'hui, l'entreprise d'insertion, on a collaboré pour acheter un terrain de 4 hectares sur lequel cette année il démarre la production. Les AT, elle, c'est un dossier qui a été très lourd, mais monte une légumerie qui sera opérationnelle fin 2020. Et ce qui permet qu'on peut aller dans la restauration scolaire, parce qu'on aura en fin d'année, par exemple, sur les fruits et légumes, une logique de filière avec, pour pouvoir aborder la restauration collective qu'il faisait déjà. Parce que dans la restauration collective, tout le monde en parle. Ouais. Les gens, ils ne veulent pas de carottes, ils veulent des carottes râpées. Hein. Ils ne veulent pas des pommes de terre, ils veulent des frites. Donc, aujourd'hui, on s'est structuré, c'est long, sur 5 ans pour le faire. Sur la filière viande, avec le dernier abattoir de proximité et un groupe de producteurs, il s'est validé un petit atelier de découpe dans lequel on découpe et on abat localement, parce que notre but, c'était de pouvoir maintenir un abattoir local. Donc, et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au fur et à mesure, parce que l'ESS en milieu rural, ouais, moi je fais toujours partie du MOVE, j'ai la réunion à Toulouse, ils sont 50 autour de la table, on était 3. Et l'idée, c'est quand même de faire de la transversalité avec les autres acteurs de l'économie du territoire. Et si on voulait faire de l'ESS, et aujourd'hui on s'aperçoit que des grosses entreprises du territoire qui sont dans des démarches de RSE sont très intéressées. Et nos gens qui sont en chantier d'insertion, on crée des ponts pour qu'ils puissent intégrer après d'autres possibilités de travail. Voilà. Alors, après, moi, j'avais marqué deux, trois choses. Je finirai sur les statuts. Oui, donc, milieu rural, l'ESS, c'est très particulier. C'est rien à voir parce ce qui se passe dans les villes. Alors, je reviens à nos sources. Nous, on est coopérative agricole. On s'est transformé il y a 15 ans, je ne vais pas vous bassiner ça, en SICA, Société d'intérêt collectif agricole, ce qui permettait de pouvoir avoir une partie du chiffre d'affaires, le nombre d'agriculteurs diminuant avec des non-agriculteurs. Et là, l'Assemblée générale de cette année, pour être plus coopérative, on abandonne le statut coopératif et on devient SAS. Mais SAS, on est les premiers au type de la loi Hamon de 2014, c'est-à-dire SAS sous forme coopérative. C'est-à-dire qu'on a créé des collèges. On a un collège qui est aujourd'hui 60% des parts qui sont nos adhérents agriculteurs. Il y a un collège de salariés et il y a un collège de citoyens qui disent c'est notre outil. Parce que cette coopérative qui aujourd'hui fait avec ses filiales 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle appartient à qui? C'est pas l'agriculteur quand il prend la retraite qui la prend. C'est pas moi quand je partis à la retraite qui la prend. En fait, quand elle appartient au territoire. Et comment je la maintiens sur le territoire et comment on l'enracine sur le territoire? C'est une de nos vraies questions. Et sinon, je voulais dire aussi, pour travailler beaucoup avec en particulier une chercheuse qui s'appelle Yona Chifolo sur l'alimentation et le territoire et les circuits de proximité, plus ça va, plus je me dis que le produit a peu d'importance. Ce qui se joue derrière ça, c'est le lien producteur-consommateur. C'est la cohésion territoriale, c'est le lien. Le produit, c'est un vecteur pour créer du lien. Et ce qu'on s'aperçoit de très intéressant, parce que j'entendais parler d'écologie, si je suis brutal, je dis que les grosses fermes font plus vite de l'écologie. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un producteur des Landes qui fait 750 hectares de carottes bio. Ça sera plus facile pour des grosses structures à version capitalistique de faire une agriculture durable, environnementale, plus compliqué pour des petites structures qui ont moins de moyens d'investissement. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent bien, ce qui est en jeu, c'est la gouvernance alimentaire territoriale. Comment un territoire s'empare de son alimentation. Et si on sait, on travaille avec des chercheurs de l'AgroParisTech, François Léger par exemple, si on s'empare de la gouvernance alimentaire territoriale, les consommateurs et la société nous emmènent sur une transition agroécologique territoriale. Et de cette transition agroécologique territoriale débouchera des transitions agroécologiques sur les fermes. Alors que de façon, je vais donner un petit exemple aussi, alors que de façon plus administrative, aujourd'hui on impose aux agriculteurs des transitions écologiques avec des subventions ou des pénalités.
Ça n'a jamais marché, ça ne marche pas. Les Suisses et les Autrichiens ne travaillent pas comme ça. C'est comment un territoire s'empare de son avenir. Et l'alimentaire, c'est la meilleure façon, parce que tout le monde mange, de s'emparer de sa gouvernance alimentaire. Après, j'ai oublié, tout le temps, on a monté plein de trucs. C'est pour ça que ça s'est fait sur 95, donc 25 ans maintenant. Je veux commercialiser de la viande. On a un groupe de 20 agriculteurs qui font toutes les fêtes de village, qui s'appelle le Gris des éleveurs, et on a des grands planchins, et on anime toutes les fêtes de village. On a un groupe de dames qui s'appelle les passeuses de goût, qui donnent à Figeac des cours de cuisine avec des produits locaux. C'est-à-dire, on a monté, c'est une association à part, c'est-à-dire, on a monté plein de partenariats. J'en vois un qui est marqué là, alors ça c'est extraordinaire, qui s'appelle Éthique Miam. C'est une dame que je connais qui a monté une... Quand vous avez des magasins, il vous faut une gamme complète. Parce que le consommateur, s'il n'a pas une gamme complète, quelque part, il ne vient pas. Si on veut développer la vente des produits de nos producteurs. Moi, l'hiver, je suis désolé, il me faut des oranges, de mandarines. Et nous, quand on prend... quand on a monté 2 partenariats qui sont intéressants. Un avec Ethicable, parce que moi, je n'ai pas de producteur de café, je n'ai pas de producteur de chocolat. Et Ethicable, que vous connaissez de nom, hein, qui sont dans le Gers, pas très loin, qu'on connaît bien, fournissent, nous, café, chocolat et tous ces produits-là. Et Ethic Miam, qui est une start-up qui a démarré il y a 2 ans, on s'est dit le principe et aujourd'hui ça se développe bien. On a réussi à tracer, parce que on ne voulait pas acheter du bio, espagnol, marocain, sans savoir qui le faisait et à qui profitait le crime. Donc on a réussi à tracer toute une chaîne avec des producteurs espagnols, des petits producteurs espagnols. Je dis juste que ces gens-là, ils ont du mal à valoriser parce qu'on voulait des produits bio sur des produits étrangers, ce qui est le cas d'Ethical. On voulait des produits bio, mais on voulait savoir d'où ça venait et à qui profitait. Donc. Et on a tracé en fruits secs, en orange, en mandarine, en citron, toute une logique qu'on développe aujourd'hui, enfin que Ethic Miam commence à développer sur Toulouse ou ailleurs, de traçabilité de producteurs directs. Et dans nos magasins, oui, on a des produits qui ne viennent pas du territoire, ça représente 10%, mais ils rentrent dans notre charte achat responsable. Parce qu'on sait que les oranges qu'on vend dans nos magasins, elles viennent de chez Juan, qui est en Andalousie. Et Juan, avant, il vendait ses oranges à X grossistes, ça finit aux mines de Perpignan, il les vendait 40 centimes, il était en faillite. Aujourd'hui, on lui paye 68 centimes au départ. Donc, ce n'est pas qu'une démarche interne, c'est toutes les coopérations qu'on peut créer entre les uns et les autres. Voilà, je crois que j'ai un petit peu dit, mais j'insiste sur cette notion de lien, parce que c'est la gouvernance alimentaire, c'est pas le produit qui m'intéresse, c'est la gouvernance alimentaire, comment un territoire fait lien autour du problème de l'alimentation. Merci beaucoup aux différents intervenants. Je suis très heureux de la diversité des initiatives qu'ils ont ici représentées et si bien exprimées. Voilà. Alors, je vais me présenter brièvement et peut-être faire vous dire ce dont je comprends. Donc, moi, je suis aide de conférence, géographe, ruraliste et à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, qui correspond à l'Université ancienne. Avec un regard initialement porté depuis les campagnes et les espaces agricoles, avec pour objet de recherche principale et initiale, je dirais, les dynamiques d'adaptation des agricultures et notamment des agricultures périurbaines. Alors, ce sont des précisions importantes parce qu'en tant que géographe, j'ai pour ambition d'embrasser des dynamiques spatiales. Je pars donc systématiquement des espaces. L'alimentaire ne peut être découplé du territorial et des conditions précises de l'activité agricole. Autrement dit, mon discours sera beaucoup plus large que ne le laisserait entendre a priori le seul domaine de l'économie sociale et solidaire, mais les thématiques, évidemment, convergent, vous verrez, largement. Voilà. Alors, par ailleurs, je porte un programme de recherche à Proter, financé par la région de France, Proter étant l'acronyme de Agriculture, Proximité, Gouvernance et Territoire, et c'est un programme conduit en collaboration avec des collègues économistes et sociologues de Valenciennes, bien sûr, de Lille, mais également de Nantes. Et la thématique de travail de ce programme est la relocalisation agricole et alimentaire. Alors, avec Madame Vernet, on a convenu d'aborder les points suivants, de proposer un bref retour, je dirais, sur les réflexions qui nous ont tous amenés à travailler sur ces sujets d'alimentation durable. Puis de faire un point peut-être sur les grands enjeux avant de s'interroger sur le comment
enclencher, accélérer la transition en évoquant aussi éventuellement les blocages et les leviers. Voilà. Alors, pour une mise en perspective rapide, et on va rester sur cette slide, juste peut-être un rappel qui a été fait d'ailleurs tout à l'heure lors d'une intervention. D'ici à 2022, la restauration collective publique devra servir 50% donc, de produits issus de l'agriculture bio ou bénéficiant d'autres signes de qualité. Donc au moins 20% donc, issus de l'agriculture biologique. Alors on peut évidemment discuter de l'ampleur de l'ambition, hein, mais la Restoco, c'est quand même à peu près 10 millions de repas par jour en France. Et en termes évidemment de traduction territoriale, cela implique une accélération des productions biologiques. Alors, c'est à l'échelle du pays un très beau défi, un très grand défi, qui impliquerait, on peut s'en approcher assez rapidement, hein, une SAU bio à hauteur de 8%, une SAU, une superficie agricole hein, utile, à hauteur de 8% donc de la superficie agricole nationale. Mais c'est sans compter les autres facteurs de croissance hein, de la demande en bio. À l'échelle régionale, et là je parle pour les Hauts-de-France, c'est plus qu'un défi. Dans les Hauts-de-France, à l'heure actuelle, on est à peu près à 2% de superficie agricole hein, convertie en agriculture biologique. Pourquoi rappeler ça? Simplement pour signifier que d'une certaine façon, la réalité des territoires rattrape le projet ou l'ambition. Hein, et c'est le sens des trois images que j'ai placées sur cette diapositive. Les deux premières, tout d'abord, correspondent au secteur de Valenciennes. La première, en haut à gauche, est centrée sur une exploitation agricole du réseau des Jardins de Cocagne, hein, à Rheims, donc dans le nord-ouest de l'agglomération de Valenciennes. Et la seconde, hein, c'est le registre parcellaire, c'est l'est de Valenciennes. Alors pourquoi le choix de ces deux images? Simplement pour signifier la nécessité de partir de l'existant, toujours. Hein. Nous sommes là en présence d'un espace agricole, péri- ou intra-urbain, très contraint, cloisonné, amputé, pollué, hein, et entravé pour le moins en termes de circulation. Et se pose évidemment la question de l'adéquation de ce type d'espace-là avec les projets d'alimentation durable. L'autre exemple, qui pose le même type de questions, même si le registre est différent, hein, donc l'image de droite, le registre parcellaire de droite, c'est Toury, hein, l'image est centrée sur la petite ville de Toury, on est au cœur de la Beauce, hein, un espace de grande culture bien évidemment, mais c'est là l'essentiel de l'espace agricole national, avec tout ce que cela implique, je dirais, en termes de concrétisation ou de difficulté évidemment à concrétiser un projet de relocalisation alimentaire. Tant évidemment ces espaces-là sont intégrés à une économie d'échelle mondiale. Floriane, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà. Alors, le processus, je dirais, qui nous amène, alors nous en tant que chercheurs, d'autres en tant qu'élus, chargés de mission, à nous préoccuper des questions alimentaires, je verrai après très brièvement, s'inscrit tout de même dans un triple contexte, hein, qui est à la fois agricole, politique et aussi sociétal, et trois domaines, trois registres pour lesquels les cartes ont été totalement rebattues. Alors, le contexte agricole tout d'abord, très rapidement, tout le monde le connaît, mais quelques lignes directrices, c'est celui, des réformes successives de la politique agricole commune, y compris, même si ça peut paraître très insuffisant, dans sa dimension environnementale. C'est surtout et aussi celui des crises sanitaires successives, qui elles-mêmes se superposent, je dirais, aux difficultés de nos agricultures, liées à leur mise en concurrence à une échelle supranationale ou mondiale. Alors, à cette dynamique de crise, se superpose, se surajoute un contexte législatif, lui beaucoup plus positif, je dirais, qui propose par les lois de 99, 2010, 2014, tout d'abord, une reconnaissance de la multifonctionnalité agricole, et c'est bien de là dont on est parti, et qui entérine une réhabilitation des fonctions nourricières de proximité. Et je fais la référence notamment au PNA,
programme national pour l'alimentation, dont l'un des outils, qui a été mentionné tout à l'heure dans les questions, sont les fameux PAT, projets alimentaires territoriaux, dont j'essaierai de reparler en fin d'intervention, mais dont l'objectif est la définition d'une gouvernance locale pour la relocalisation alimentaire. Deuxième point, deuxième élément de contexte politique. Alors, il n'est pas ici question pour moi de lister la succession des dispositifs alors issus, par exemple, des lois SRU, Solidarité, Renouvellement Urbain, des lois de réforme des collectivités territoriales ou de la loi MAPAM ou autres. Je veux simplement signifier et rappeler que par l'ensemble de ces lois, les collectivités territoriales, et notamment les intercommunalités, sont désormais appelés à intégrer les espaces agricoles et naturels dans leurs projets de développement et donc à devenir acteurs directs des espaces agricoles, et ce, conformément aux objectifs environnementaux et alimentaires assignés à l'activité agricole. Je rappelle que la charte de l'environnement, inscrite dans la Constitution d'après la charte de l'environnement, inscrite dans la Constitution de 2005, les politiques publiques doivent aujourd'hui promouvoir un développement durable. Enfin, et dernier élément, le contexte sociétal. Alors, il s'agit là de faire référence aux attentes de la société dans son ensemble, mais aussi des habitants en tant qu'individus, qu'ils soient habitants des espaces urbains, périurbains ou ruraux, avec des préoccupations tout d'abord, et je dirais chronologiquement en premier lieu, d'ordre paysagère et patrimonial, jusqu'à des préoccupations, on l'a dit, aujourd'hui, relatives à la sécurité alimentaire. On parlera de la qualité des produits, de la sécurité sanitaire, on parlera de qualité de l'alimentation ou de notions ou de concepts de paysage alimentaire, et enfin des préoccupations d'ordre environnemental, et on pourra là faire référence à l'impact des pesticides ou des pratiques culturelles sur la biodiversité, la qualité de l'eau, de l'air également, il ne faut pas l'oublier, et en termes d'impact sur la santé humaine. Voilà. Alors, sans oublier que l'agriculture aujourd'hui, du moins l'agriculture désirée, peut faire l'objet de prises de position idéologiques très fortes, parfois véhiculées par des acteurs bien étrangers au monde agricole, pas forcément à tort, mais ce qui signifie, ce qui est très symptomatique, et c'est vraiment là un point de rupture, je dirais, d'une imprégnation de toutes les strates de la société par ces questions ou par ces interrogations-là. Autrement dit, bien, la question agricole, et c'est vraiment là l'élément essentiel, a quitté les seuls mondes rural ou technico-agricole, je dirais, dans lequel cette question agricole avait été cantonnée durant 2 à 3 décennies. Alors, pour la diapositive suivante, Floriane. Merci. Donc, à partir de cette troisième diapositive, j'ai signifié que dans le cadre de ce triple contexte, les regards portés sur les espaces agricoles, notamment par les acteurs locaux de l'aménagement, ont considérablement évolué. Alors, je vois que le temps passe vite, je vais aller rapidement, mais c'est une frise chronologique qui a été bâtie d'après une relecture des principaux documents d'urbanisme de la métropole lilloise, depuis le schéma directeur de 1971 jusqu'au SCOT de 2017. Et on a été recherché dans ces documents d'urbanisme quelle lecture, quel usage était assigné aux espaces agricoles de la part donc, des acteurs de l'aménagement de la métropole. Donc depuis un mode de pensée, et c'est la flèche en gris, que l'on a qualifié de fonctionnaliste, jusqu'à une forme de post-matérialisme en passant par le néonaturalisme. L'idée, c'est simplement de signifier qu'il y a eu une évolution considérable, mais qu'il y a aussi une superposition. Alors, le premier temps, le mode fonctionnaliste, sont les espaces agricoles, lorsqu'ils ne sont pas promis, je dirais, à l'urbanisation, sont cantonnés globalement à un rôle d'infrastructure verte, type tamponnage des crues ou ceinture verte. Le deuxième temps, le contexte des années 90 essentiellement, plus intéressant, est l'approche néonaturaliste. Donc là, le regard a évolué dans le sens d'une préservation, d'une conservation, autrement dit, où on a apporté aux espaces agricoles
une fonction environnementale et ludo-récréative quelque part, hein. C'était l'espace agricole, périurbain, vecteur d'aménité. Et ce n'est que dans le 3e document d'urbanisme, 2017, que là, les rédacteurs, je dirais, ont donné une place considérable au circuit court, hein, et à la fonction alimentaire de l'agriculture. On a là maintenant un foncier agricole qui est conçu, je dirais, comme un bien d'intérêt général, hein, un document d'urbanisme dans lequel le sol nourricier est pour la première fois, d'une certaine façon, considéré comme tel, autrement dit, dans sa fonction première, qui est bel et bien nourricière. Alors, des documents, et c'est là, je dirais, d'une certaine façon, le débat, mais qui a été soulevé par l'intervention précédente, hein, avec une limite, je dirais, qui est celle de la distinction, hein, en agriculture entre des bons élèves et de moins bons élèves. Voilà, donc deux idées, une juxtaposition consécutive des valeurs relatives à l'espace agricole, et puis ensuite une succession de dynamiques, hein. Tout d'abord l'éviction, puis l'inclusion, mais à des fins aménitaires, et finalement une forme de distinction des agricultures entre des agricultures productivistes et mondialisées, et puis des exploitations qui seraient plus vertueuses et qui, elles seules, contribueraient à une alimentation durable. Floriane, pour la prochaine diapositive. Merci. Alors, on le voit, hein, et c'était le but de ces premières diapositives, les enjeux de l'alimentation durable ne peuvent être déconnectés de toute une série d'autres enjeux, hein, pour les territoires et d'autres enjeux dont les acteurs locaux se sont saisis antérieurement. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation durable ? Floriane y a répondu, je dirais, en large partie dès l'introduction. Ça a été ensuite rappelé, mais si on se fonde effectivement sur la définition de la FAO, hein, elle est saine, elle est équilibrée, elle est accessible. J'insisterai évidemment sur ce terme. Donc, accessible, ça veut dire quoi? Accessible en termes de choix, c'est-à-dire que le consommateur doit disposer d'un choix. Accessible également en termes de coût. Accessible aussi d'un point de vue, je dirais, culturel. Mais cette alimentation durable, et c'est sur quoi je veux insister, elle est surtout généralisée, tant pour le bien-être des populations que pour les bénéfices environnementaux attendus. Alors, ce qui passe par, évidemment, l'éducation. Mais avons-nous, devons-nous, ou avons-nous le droit d'éduquer les populations? Ça passe aussi et surtout par une forme de généralisation de ce qu'on a appelé la transition agroécologique, mais une généralisation qui s'opère, et là je rebondis sur la troisième intervention, hein, à l'échelle des systèmes agri-alimentaires. Alors, on peut réfléchir évidemment sur les périmètres, sur les échelons, hein, mais plus ou moins localisés et en tout cas territorialisés. Donc, une transition qui implique les activités de transformation et les acteurs donc, de ces activités de transformation, de distribution et la production. L'alimentation durable, hein, c'est donc une chaîne agroalimentaire durable et c'est au bout une agriculture durable. Alors, on en arrive évidemment à la question suivante. Qu'est-ce qu'une agriculture durable? On peut revenir de la même façon sur un certain nombre de points qui correspondent aux enjeux agricoles, mais une agriculture durable, c'est une agriculture dont les externalités environnementales, je dirais, sont les plus neutres possibles et qui, pour le moins, autorise le renouvellement de la ressource agronomique. Donc là, on entre dans un autre débat. Je ne sais pas si vous en connaissez les termes, mais je n'ai évidemment pas le temps de le développer ici, mais entre durabilité douce, hein, en gros, la technique peut compenser les externalités, et une durabilité dure. Voilà. Une agriculture durable, c'est une agriculture socialement juste. Alors, je ne vais pas revenir sur le lien social, hein. Je vais juste peut-être revenir sur la question de la fixation des prix, qui me permet, elle, de faire référence au troisième facteur d'ordre économique. Une agriculture durable, c'est une agriculture économiquement viable, et c'est un point pour moi doublement important. Tout d'abord, parce que ça aussi, ça a été rappelé, notamment à propos de la brasserie, hein. L'agriculture est une activité économique avec ses impératifs, hein, et les agriculteurs se considèrent majoritairement, évidemment, comme des entrepreneurs. Ensuite, deuxième point, les conversions vers des formes nouvelles d'agriculture sont très largement motivées pour
certes des questions de santé, un défi agronomique, il s'agit d'innover pour beaucoup, mais aussi parce qu'elle porte ces solutions alternatives, l'espoir d'une solution économique. Donc la viabilité économique est non seulement un objectif, mais aussi un moyen de la transition. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie, mais le précédent interlocuteur y a en partie répondu, forcément une agriculture biologique, relocalisée et en circuit court? Alors, je vais prolonger, non, pas nécessairement, pas exclusivement. Bio et local ne sont pas nécessairement compatibles, notamment en matière d'intrants. Précédemment, a été posée la question de l'approvisionnement en semences bio. Problème de compatibilité aussi, et ça la question n'a pas été posée. Je voulais la poser au premier interlocuteur pour des questions de disponibilité foncière ou de sécurité foncière. Installer un jeune agriculteur, notamment dans les régions les plus urbaines, est aujourd'hui très difficile tant la tension foncière peut être importante. Et puis, une exploitation agricole bio a besoin d'une sécurité foncière. Voilà. On peut prendre l'exemple des AMAP, avec des provenances de produits parfois lointaines. Et puis, se pose aussi le problème évident, je dirais, de qualité intrinsèque des terroirs, au sens agronomique, du terme, mais aussi en termes de pollution. Se pose le problème aussi des réseaux de collecte, de transformation, de distribution. Alors, quant au circuit court, ça aussi, ça a été précisé, mais je veux le redire, on sait l'importance de l'organisation logistique si l'on veut que le bilan carbone soit favorable. On sait aussi, et ça je veux l'ajouter, le tri social qui peut être associé à ces circuits courts. Alors, il y a la question éventuellement du coût, mais ce n'est pas tant ça. C'est plus peut-être, et là je ferai référence à des sociologues, mais question de capital ou de disposition culturelle. Et si vous voulez, je pourrais vous parler d'un exemple local, la ferme du Temple, en économie sociale et solidaire, qui a beaucoup de difficultés à faire accepter aux populations locales le type de produit qu'elle offre. Alors, au bout, évidemment, entre enjeux pour les territoires et enjeux agricoles, il y a une convergence d'intérêts qui est très forte, mais subsiste aujourd'hui, parfois, de moins en moins, heureusement, mais des postures ou des représentations, je dirais, contre-productives d'opposition des agricultures et des acteurs. Et pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est bien de dépasser le stade de l'expérimentation, dépasser le stade de l'alternative et des marchés de niche, et dépasser aussi, parce qu'on sait que les initiatives sont essentiellement urbaines, mais il s'agit très clairement de dépasser l'enjeu exclusivement urbain pour deux raisons. C'est essentiellement dans les campagnes que l'on produit, et dans les campagnes, on mange également. Voilà. Autre point que j'ajouterai avant de passer à la dernière diapositive, il s'agit tout de même de nourrir la France, et peut-être plus. Il ne faut pas oublier que l'insertion de l'agriculture dans un système de marché totalement mondialisé avec des interdépendances très fortes. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit le fait qu'un reflux des volumes de production en France, c'est un renchérissement des denrées alimentaires mondiales, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, par exemple, sur les produits du Maghreb vers lesquels on exporte beaucoup. Alors, la dernière diapositive, Floriane, s'il vous plaît. Alors, cet enjeu, je dirais, de la généralisation de la transition doit passer par deux canaux qui ont été, à mon sens, tout à fait représentés dans ce webinaire. Tout d'abord, la démultiplication des initiatives innovantes. Alors, il y a les exemples présentés aujourd'hui qui sont d'envergure, je dirais, inégale, développés à tous les échelons aussi. Je peux compléter par quelques autres exemples. On peut penser par exemple aux paysans boulangers d'Île-de-France, dans l'Essonne, aux réflexions conduites aussi sur la forme métropolisée d'une agriculture périurbaine dans le département du Val-de-Marne. On peut penser aussi à la conversion de l'ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge en un nouvel espace agricole. Et puis, on peut prendre aussi des exemples plus régionaux en ce qui me concerne. Je pense par exemple à une chèvrerie, la chèvrerie de Rieulay,
qui a permis la transfiguration d'un ancien terri, une friche industrielle, en espace de production bio. Donc là, on a une fonction évidemment alimentaire, mais on a une fonction territoriale très forte. Mais la démarche, pour moi, doit être aussi la plus inclusive possible. Autrement dit, porter l'ensemble des agricultures et des espaces. Là, je mets sur le slide que se développe aujourd'hui un certain nombre de recherches sur les formes hybrides d'agriculture, sur les systèmes alimentaires hybrides. On parle de circuits longs, on parle de circuits courts, on parle aussi de systèmes alimentaires du milieu. Alors, je pourrais développer sur ces systèmes alimentaires du milieu, mais l'enjeu, en gros, est quand même de faire corps avec la société. Autrement dit, on parle de territoire, on parle de réterritorialisation. Eh bien, cela implique d'inclure par définition tous les acteurs de ces territoires et aussi, et sans doute en particulier, les acteurs dominants de ces territoires. Alors, c'est une vision de géographe, bien sûr, puisque moi, je veux inclure tous les espaces, mais l'agriculture biologique ou les formes alternatives, même lorsqu'elles ne sont pas labellisées biologiques, ça reste, hélas, quelques pourcents de l'espace et ça reste quelques pourcents de la production alimentaire. L'objectif, c'est bien d'emmener tout le monde, et au profit de tous, et je dirais en réfléchissant à la façon d'impliquer tous les espaces. Et ça implique de connaître les aspirations et les intentions des premiers concernés, c'est-à-dire les agriculteurs et les consommateurs. Autrement dit, il ne s'agit plus de penser vraiment en termes de rupture, mais de mobiliser. Et ce sont là des pistes, que nous allons explorer. Alors, il était question d'une thèse tout à l'heure à propos du pays de Figeac. Donc là, il est question d'une thèse à propos de la communauté de communes Sud-Artois, autour de Bapaume. Donc, avec le travail d'une doctorante qui portera sur la façon d'élaborer un PAT dans une région de grande culture en essayant de mobiliser les intermédiaires présents sur ce territoire. Alors, juste à quoi correspondent les deux documents que j'ai placés sur cette slide. Ils sont une illustration des formes d'hybridation des agricultures que je trouve tout à fait intéressantes parce qu'elles peuvent porter cette transition agroécologique. Donc, ce sont les observations faites dans le Douaisis, dans le cadre du programme APROTER, par l'équipe de recherche. Donc, sur les graphiques tout à fait à gauche, donc le graphique le plus à gauche, vous avez là le classement des exploitations en fonction de leur appartenance officielle à un modèle. Donc là, on n'a pas beaucoup d'éléments pour différencier les exploitations. Elles sont bio ou elles ne sont pas bio. Et puis, certaines cumulent des ateliers ou juxtaposent des ateliers bio et non bio. Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on demande à ces mêmes agriculteurs de qualifier eux-mêmes leur itinéraire technique. Et bien finalement, et au bout, quand on avait 2/3 des exploitations qui ne sont officiellement qu'en agriculture conventionnelle, seuls 16% des agriculteurs se réclament d'une agriculture de type conventionnel, et on voit inversement la diversité des autoqualifications des itinéraires techniques. Le deuxième document, à gauche, le schéma, démontre les perméabilités qui existent aujourd'hui entre les différentes trajectoires agricoles. Et c'est vrai qu'il y a, dans le secteur qui a été exploré, je dirais qu'il y a, les fermes se ressemblent de moins en moins les unes aux autres. Et des agriculteurs en conventionnel vont pouvoir développer des pratiques culturales très innovantes, mixer le mode de commercialisation et puis s'hybrider complètement en termes, et c'est la dernière colonne, faire sens, en termes de motivation avec d'autres agriculteurs qui, eux, ont franchi le cap de la labellisation. Autrement dit, je veux simplement signifier qu'il y a là une dynamique très forte et qu'il convient de dépasser, bien évidemment, la simple dualité entre agriculture conventionnelle et agriculture durable, ou biologique, pardon.
On a inscrit ce webinaire dans le cadre de plusieurs productions liées au projet Tresson. Passez très rapidement puisque vous aurez tous les liens vers ces productions dans le PowerPoint. Mais on a notamment réalisé le panorama de projet de l'ESS dont je parlais tout à l'heure, qui recense des initiatives de l'économie sociale et solidaire. Donc ici, c'est un webinaire pour présenter les projets plutôt d'alimentation durable. Mais on a d'autres rendez-vous à venir. Hop, je passe. Dans ce cycle de webinaires ESS et ruralité, qui regroupera à la fois des webinaires thématiques, donc pour traiter d'autres sujets, par exemple les sujets de mobilité, les sujets d'économie circulaire, de transition énergétique, et d'autres webinaires qui seront plutôt à destination à des collectivités et des leviers d'action pour soutenir les projets, les dynamiques et les initiatives d'économie sociale et solidaire quand on est une collectivité.